Ce soir, nous allons nous intéresser au procès filmé. Nous avons donc 2 intervenantes pour ce dernier rendez-vous du webinaire, de cette série de webinaires. Nous avons madame Martine Sindima-Baru et madame Sylvie Inder. Nous allons débuter avec madame Sindima-Baru pour, par la suite, après, continuer avec madame Sylvie Inder. Donc, madame Sindima-Baru, vous êtes conservatrice du patrimoine de la promo Louise Michel. Vous avez commencé dans les archives, en tout cas dès la thèse, puisque vous avez fait une thèse d'histoire sur la période révolutionnaire. Vous êtes intéressé au comité des décrets, des procès-verbaux et des archives. Mais aujourd'hui, c'est tout un autre sujet. Alors, c'est toujours les archives qui vous intéressent. Là-dessus, il y a continuité. Mais vous vous intéressez désormais aux archives orales et aussi aux archives audiovisuelles. Et pas des moindres, puisque vous êtes responsable du département de l'administration et des données, mais plus précisément aussi, je ne sais pas comment ça cumule ou pas les fonctions, mais vous êtes aussi responsable des archives audiovisuelles de la justice, c'est-à-dire ce corpus d'archives qui est permis et qui est créé par la loi de 1985, une loi portée par Robert Badinter, qui prévoit la captation audiovisuelle de certains procès en France. Et vous avez aussi, par ailleurs, été commissaire de l'exposition Filmer les procès, un enjeu social avec Christian Delage. Et donc, c'est tout cet intérêt autour des procès filmés, des archives audiovisuelles de la justice qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Je vous laisse la parole et nous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Oui, merci beaucoup, Louise, pour ces propos introductifs et puis bon, voilà, ces rappels biographiques, ça fait toujours très bizarre à entendre, mais évidemment, aujourd'hui, on est plus là pour parler des archives audiovisuelles de la justice, alors peut-être sous un angle un peu spécifique qui est celui du travail que l'on mène aux archives nationales en lien avec les tribunaux. Et puis un certain nombre de réflexions actuelles qui sont les miennes par rapport à leur accès. Peut-être pour commencer, parce que voilà, Louise, vous rappeliez la date fondatrice de ces archives, mais le contexte plus général est peut-être pas connu, donc peut-être pas suffisamment connu. Donc, si vous voulez, je m'excuse pour ceux qui le connaissent très bien, mais voilà, il me semble important de rappeler ces éléments pour que voilà, on partage tous cette base et qu'ensuite on puisse éventuellement ouvrir une discussion. Donc, en effet, ces archives sont créées par cette loi voulue par Robert Badinter, mais avant ça, ce qu'il faut dire, c'est que cette loi arrive dans un contexte où il est absolument interdit de filmer, faire des captations sonores ou même photographier les procès. Cette interdiction, elle est pas si ancienne, elle remonte à 1954 et elle suit plutôt un régime très libéral qui a été fondé en 1881 avec la loi sur la liberté de la presse et la liberté des débats. Donc vraiment, c'est une des premières lois de la Troisième République. Donc on voit bien sûr un symbole très très important qui ouvre cette République qui va avoir une longévité quand même assez importante. Donc ça fait partie des premières grandes lois d'ouverture démocratique sur les procès. Donc effectivement, il s'agit bien des journalistes qui, au nom de la liberté de la presse, peuvent entrer dans les débats et très librement, et j'insiste là-dessus, photographier, filmer, alors bon, pas en 1880, mais il faut attendre quelques années, et capter aussi quelques années plus tard. Alors, je suis désolée, là, je suis obligée de faire cette intervention sur mon téléphone, donc je ne peux rien vous montrer. Mais si, par exemple, si vous voulez voir comment on photographiait à cette époque-là, vous pouvez aller sur le site de la BNF, sur Gallica, je crois en tapant très simplement photos de procès. Je crois que ça marche. On trouve des photos voilà, d'instances, alors pas du début quand même de cette fin, plutôt du 19e siècle, plutôt au début 20e siècle et puis sur tout le reste de la période. Et en fait, c'est intéressant à regarder parce que
on voit l'extrême liberté qui était celle des journalistes, hein. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui, hein, cette importance de la liberté des médias, et le contexte aujourd'hui est un peu particulier à cet égard, mais bon, en tout cas, ça reste déjà celui-ci. Et donc, les journalistes viennent dans les salles. Merci Ninon. Viennent dans les salles, photographient parfois les accusés vraiment de façon très très proche d'eux, et les avocats, et la cour, et le public. Enfin, ils sont libres de photographier, mais ils sont libres surtout d'aller et venir dans le prétoire. Et en fait, dans l'immédiate après-guerre, il y a une, alors, ça avait un tout petit peu commencé pendant l'entre-deux-guerres, mais vraiment dans l'immédiat après-guerre, excusez-moi, je parle de la Seconde Guerre, hein, il y a une espèce de crispation qui se crée au sein de la magistrature, parce que justement, selon eux, cette grande liberté, voilà, plutôt de mouvement, nuit, selon eux, au bon déroulement des débats et à la sérénité, voilà, et au fait que la vérité, elle doit vraiment naître au sein de l'enceinte judiciaire, alors que là, bah, les journalistes, effectivement, n'hésitent pas à faire tribune en dehors des tribunaux, et donc parfois, il y a eu effectivement des incidents malheureux, dont notamment en 1954, voilà, pour en arriver à cette année très importante, où il y a deux grandes affaires criminelles, voilà, celle de Gaston Dominici. Alors, je ne sais pas sur Ninon si ça apparaît dans le lien que tu as envoyé, mais il y a une photo justement où on voit Gaston Dominici très gros, vraiment accoudé, voilà, à son box des accusés. Et puis, il y a aussi le procès de Marie Bénard. Et c'est vraiment des affaires, alors criminelles retentissantes, mais médiatiquement, même si le terme n'existe pas à l'époque, employons-le quand même aujourd'hui, voilà, qui ont un retentissement énorme. Et en fait, l'activité des journalistes pendant cette phase-là est telle que euh, vraiment, il y a une décision du législateur d'empêcher strictement toute possibilité de photographier, de filmer et d'enregistrer les captations sonores. Euh, Avant de parcourir voilà, le reste de la période, je voulais faire un petit focus. Alors là aussi, je vous invite, parce que pareil, je ne peux pas vous le montrer, à aller sur le site de l'INA et à taper, par exemple, ouverture du procès Pétain, pour voir un peu comment les procès sont filmés. Donc, vous verrez que filmé par les journalistes, hein, toujours. Donc, il s'agit d'un filmage fragmentaire. Donc, la photo est bien sûr fragmentaire, mais ça, on a un peu plus l'habitude. Le filmage est également fragmentaire, c'est-à-dire que les caméramans filment certains moments qui veulent éditorialiser, voilà, dans leur production. Et ensuite, c'est monté et surtout, c'est filmé de façon muette, puisque ensuite, c'est commenté par un journaliste en voix, enfin, le journaliste qui n'est pas présent à l'audience, mais c'est commenté a posteriori et projeté lors des premières parties des représentations cinématographiques, voilà, dans les grands cinémas de France. Donc, bien sûr, ça fait entrer la caméra dans le prétoire, mais elle n'en a qu'une vue partielle. Et là aussi, alors peut-être pas l'ouverture, mais à d'autres moments du procès, vraiment, on voit la caméra qui arrive sous le nez, par exemple, de Pétain, voilà, et là aussi, qui est très, très libre. Alors là, on imagine, hein, voilà, on est dans le procès, on est vraiment l'immédiate après-guerre, en 1945, donc on voilà, c'est des énormes machines, hein, voilà, on n'est pas du tout dans des petites caméras sur l'épaule, enfin, comme on connaît quelques années plus tard. C'est vraiment une installation en tant que telle. Alors, l'ouverture, elle est intéressante parce qu'il y a des vues générales, donc on voit l'exiguïté des lieux et la foule qu'il y a. Donc, on imagine ce que ça devait être d'installer des caméras dans cette configuration. Donc, vraiment une caméra très présente, donc un journaliste très présent, et surtout un journaliste qui est
très libre, et là j'emploie vraiment le terme à dessein du point de vue du législateur, trop libre. Donc 1954, c'est la fermeture, et il faut attendre, alors pas tout à fait 1985, un tout petit peu avant, 1980. Donc là, voilà, c'est une autre loi, un autre moment symbolique, qui est donc la mandature de François Mitterrand, son premier mandat. Et il y a une timide, mais malgré tout, c'est un énorme changement, ouverture, avec la possibilité pour les journalistes, on est toujours sur les journalistes, de filmer alors pas tout à fait le début de l'audience, c'est-à-dire juste le moment entre l'ouverture au public de la salle du futur procès et le moment où le président va dire l'audience est ouverte. Donc pendant ce laps de temps, voilà, les journalistes ont le droit de faire des images, de photographier. Alors c'est un moment intéressant pour eux parce que l'accusé est souvent déjà dans son box. Louise, vous parliez de l'exposition voilà, que j'ai faite, filmer les procès, un enjeu social. Dans le montage que j'avais fait sur le procès de, de, de Paul Touvier, on voit ce moment effectivement où Paul Touvier est dans son box, dans sa cage de verre intégrale, et en fait il y a une foule de journalistes devant lui qui se pressent pour le photographier et le filmer. Donc c'est un moment qui est important, mais c'est un moment qui n'existe pas toujours. C'est vraiment à la décision du président de l'audience. Mais on voit qu'il y a quand même une étape. Alors, peut-être quand même pour précision, ce n'est pas, Annie, non, tu es d'une efficacité redoutable. Merci beaucoup. Euh, Peut-être quand même une précision, c'est parce qu'il faut quand même pas penser que l'image est complètement absente des procès. Hein, il y a une iconographie par le biais des dessins de presse qui, par contre, n'a jamais été remise en cause. Elle est très ancienne, hein, elle remonte vraiment au XVIIe, XVIIIe siècle, où vraiment on a déjà des dessins de presse, voilà, de procès. Et en fait, c'est intéressant de voir le traitement différent qui est fait entre le dessinateur de presse qui, lui, alors, il ne se déplace pas pendant l'audience, mais en tout cas, il a un choix de point de vue qui est assez important. Il peut, et on le voit toujours d'ailleurs, il peut être à l'aplomb de la cour, il peut être du côté du box des accusés, il peut être du côté des parties civiles, il peut être dans la salle. Alors, il ne va pas se déplacer pendant l'audience, ça bien sûr, c'est pas possible. Mais en tout cas, il peut choisir son point de vue. Et ceci n'a jamais été remis en cause. Donc, je pense que c'est important quand même de le dire d'un point de vue de l'image filmée. Et en fait, voilà, il faut attendre cette fameuse loi du 11 juillet 1985, dont on vous a déjà parlé, qui intervient dans un contexte très particulier. Alors, on va dire rapidement, même si ce n'est pas tout à fait la condition première, mais elle est quand même importante. C'est vrai qu'en 1985, on est quand même dans un contexte très différent de celui de 1954, dans un contexte où pratiquement tous les foyers ont une télévision. Donc en fait, les gens ont l'habitude d'avoir accès à des images d'actualité et finalement, ces procès échappent au public, sauf à celui qui, bien sûr, fait l'effort, soit par obligation, mais là je ne parle pas d'effort, soit par intérêt d'aller dans une salle d'audience, sinon la justice se fait à l'abri de tous les regards. Et donc il y a aussi une demande sociale, ça renvoie à des débats plus contemporains aussi sur cette question de la place du public en face de l'image. Mais il y a une demande voilà, d'accéder peut-être à des images. Donc ça, on va dire, c'est contexte secondaire parce que plus précisément, le Klaus Barbie a été ramené en France par les époux Klarsfeld depuis la Bolivie où il avait trouvé refuge. Et Robert Badinter, et ça je vous renvoie toujours aux images de l'INA, il y a un entretien qu'il donne dans un journal télévisé où effectivement il regrette
que l'on n'ait pas suffisamment d'images de procès, parce que voilà, sa perspective, ça serait de filmer le futur procès de Klaus Barbie qui est en train de se préparer. Et comme en loi française, évidemment, on ne fait pas une loi pour un objet très particulier, mais on fait une loi plus générale, il travaille au sein de son ministère, puis au niveau interministériel, comme ça se fait pour toutes les lois, sur l'élaboration d'une loi qui permettrait à la caméra d'entrer dans les procès. Petit arrêt sur ce moment de la préparation. On reste quand même dans une culture, dans un état d'esprit où ça serait les journalistes qui filmeraient les procès. Ça paraît normal puisque ce sont eux qui ont la caméra à l'épaule de façon permanente, c'est eux qui rendent compte de l'actualité, ça fait partie de leur mission. Donc finalement, la commission qui est formée autour de Robert Badinter réfléchit d'abord à ça, parce que c'est ce qui paraît le plus logique. Mais il se crée un débat très intéressant sur lequel il faut s'arrêter parce que du point de vue du vocabulaire qui est choisi, ce vocabulaire est repris dans la loi ensuite et il a un sens par rapport justement à tout ce contexte. Et aujourd'hui, on l'emploie parfois en oubliant ou en ne connaissant pas ce contexte, qui fait qu'on lui donne un autre sens. C'est-à-dire que ce que l'on veut quand même, c'est avant tout créer une mémoire vivante de la justice. Donc, comment créer une mémoire vivante? Alors, il y a déjà plusieurs éléments qui sont mis en avant. C'est finalement la question de la présence du journaliste est évacuée parce que ce que l'on veut, c'est justement pas avoir le point de vue du journaliste, mais on veut avoir l'image de l'impartialité de la justice. Hein, voilà, ça c'est le regard de l'administration sur la justice. Donc on veut comme si que la caméra avait un point de vue neutre, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Donc, en fait, on veut une image impartiale. Et donc, on se dit que ce qu'il faut faire, c'est non pas des images journalistiques, mais des archives historiques. Et cette notion, voilà, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, elle s'ancre vraiment par opposition à des images journalistiques. C'est-à-dire qu'on veut faire des archives qui font mémoire, et donc on veut faire des archives historiques. Et qui dit archive entraîne aussi une autre opposition par rapport à la démarche journalistique qui est forcément fragmentaire, dit l'intégralité d'un procès. Parce qu'une archive, c'est quelque chose qui est intégral, c'est pas quelque chose qui est partiel, c'est pas un montage, donc c'est vraiment l'intégrité. Autre point très important, toujours dans cette opposition par rapport à l'approche journalistique, ce qu'on ne veut surtout pas, pour que justement ça soit possible et que ça passe devant l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qu'on veut surtout pas, c'est que la personne qui portera la caméra ou qui sera derrière la caméra puisse, ou le photographe, hein, puisqu'il s'agit d'une loi qui va tout permettre, puisse se balader dans le prétoire pendant l'audience. Donc, ce que l'on indique et ce qui sera repris dans la loi, c'est que la caméra doit être fixe. Donc, on verra ensuite ce que ça veut, comment c'est interprété. Mais en tout cas, dans l'esprit voilà, de cette commission et dans l'esprit du législateur qui travaille sur la loi et qui l'élabore, on est vraiment dans la perspective de se dire, si les caméramans sont derrière des postes, des points fixes, alors dans ce cas-là, ça ne gêne pas l'audience, parce qu'il y a une importance très importante qui est soulignée sur le fait que le travail qui est fait par les caméramans ne doit pas nuire au cours de la justice, ne doit pas non plus nuire à l'une ou l'autre partie et surtout ne doit pas léser les droits de la défense. Parce que, voilà, ce qui est en tête, c'est bien sûr les images sur Dominici, sur Marie Bernat et d'autres. Donc, c'est des points qui sont très, très importants et qui sont inscrits en dur dans la loi. Donc, c'est une loi qui est intéressante de ce point de vue-là parce que c'est une loi qui qualifie les archives d'historiques,
hein, et c'est pas l'historien qui est prié de le faire, c'est le législateur qui dit que ces archives, elles sont d'emblée historiques, et on donne déjà des indications sur les modalités de filmage. Donc ça me paraît important de souligner. Euh, L'autre élément important aussi à mettre en avant, c'est que ce sont vraiment des archives qui sont conçues pour l'histoire. C'est-à-dire que le régime d'accès qui est prévu est celui d'une temporalité historique supposée. Donc on dit, bah voilà, dans 50 ans, ces archives deviendront librement communicables. Et ça, c'est intéressant, ce qui va me permettre de faire un petit détour par une autre loi que j'aime beaucoup, qui est la loi du 13 janvier de 1979, donc qui précède de très peu d'années cette loi du 11 juillet 1985, qui est la loi que vous connaissez tous, bien sûr, qui est la loi sur les archives, première loi qui suit la loi du 7 Messidor en deux, première loi sur la Révolution. Donc, on a puisqu'il s'agit de faire des archives historiques, on a le choix, enfin, ça, il n'y a même pas eu de discussion là-dessus, hein, c'est ce qu'on voit dans les archives ministérielles. On n'a pas choisi d'intégrer ou de modifier la loi de 79 sur les archives, qui porte sur les archives qui font partie de l'activité courante des administrations et des tribunaux et qui englobe aussi les archives privées. Donc, ce ne sont pas des archives administratives, ce ne sont pas des archives judiciaires, ce sont des archives historiques. Et donc, on crée une loi complètement indépendante et étanche, c'est-à-dire une loi qui est prise, qui est initiée par le ministère de la Justice. Et ça, c'est très important parce que ça va avoir des conséquences encore actuellement. Donc, peut-être pour avancer, parce que moi j'ai tendance à beaucoup parler et après le temps file. Pour avancer, donc voilà, vous le savez peut-être, il y a eu voilà des procès dits Seconde Guerre mondiale qui ont été filmés. Donc le procès de Klaus Barbie en 1987, qui est le premier procès filmé et le premier procès de crime contre l'humanité filmé, donc qui a lieu en France. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on est en 1987, donc on est très très loin des procès de l'épuration de l'après-guerre. Donc on est vraiment dans et ce qui est intéressant, et je pense qu'il faut quand même s'arrêter un tout petit peu sur ce procès-là, parce que le procès est qualifié d'historique. C'est-à-dire c'est un procès qui va être ultra médiatisé. Louise en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc là, il y a une presse qui est présente, une presse nationale, une presse internationale, pour couvrir l'événement. Et le procès est qualifié par tout le monde d'historique, d'où parfois la porosité entre archives historiques et procès historique, tout procès étant filmé, étant supposé être un procès historique. Peut-être qu'on n'abordera pas ce sujet-là aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, il faut avoir en tête qu'il y a aussi bien la qualification des archives que le fait que le premier procès qui a été tourné est qualifié d'historique, qui entraîne effectivement une assimilation de tout procès qui va être filmé comme étant un procès historique. Voilà. Donc là, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que ça nous emmènerait un peu loin. Mais je voulais effectivement peut-être arriver sur une période plus contemporaine pour évoquer justement toutes les problématiques d'accès et effectivement comment aussi la caméra évolue. Donc pour préciser que on a donc une caméra qui va aussi filmer, donc dans les procès Seconde Guerre mondiale, le procès de Paul Touvier, donc en 1994, le procès de Maurice Papon en 1997-1998. Alors peut-être juste une petite précision, ces procès, c'est des procès, donc j'ai bien dit, hein, qui sont filmés intégralement, c'est-à-dire que c'est un filmage qui est en direct, sans remontage derrière, sans ajout d'éléments extérieurs. C'est un procédé qu'on connaît bien à la télévision, hein, c'est vraiment, il y a plusieurs caméras qui filment, mais ce que l'on garde, c'est un montage qui est fait en direct, et donc il n'y a pas de rush. Hein, c'était vraiment là-dessus
que je voulais insister parce que c'est assez atypique dans le monde de l'audiovisuel, des filmages sans rush. Donc, il n'y a pas de rush. Donc ça, c'était un point qui me paraissait important de souligner. Donc l'autre élément, alors dans les autres procès, excusez-moi que je ne porte pas le fil de ce que je veux vous dire. Donc les autres éléments, on va avoir alors dans les autres grandes typologies qui sont très très filmées, on va avoir tous les procès du génocide des Tutsis au Rwanda qui sont filmés. Il a été décidé que les procès en lien avec les attentats terroristes 2015-2016 seraient filmés. En ce moment même, il y a l'appel de du procès donc de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice, hein, qui est en ce moment à la Cour d'appel de Paris. Donc ça, c'est les grandes typologies. Et puis, il y a quelques ovnis, on va dire, quelques procès plus atypiques par rapport à ces grosses masses, hein, parce que ça commence à en prendre pas mal, qui sont le procès d'un scandale sanitaire, c'est-à-dire le procès dit du sang contaminé, de 92-93, les procès du scandale industriel AZF, donc aussi bien les deux instances qui ont lieu à Toulouse que l'appel beaucoup plus récent, le dernier appel qui a eu lieu à Paris en 2017, je ne me trompe pas, 2018, j'ai un doute, 2017 je crois. Et puis quelques autres petits procès, dont un procès qui a eu lieu pendant une semaine à Fort-de-France, qui est le procès d'action contre l'État français pour fait de colonialisme et d'esclavagisme. Et en ce moment même, parce qu'en ce moment on a deux procès qui sont tournés, le procès, on va dire, contre trois hauts responsables de l'État syrien, qui sont accusés de la disparition et de la mort de deux franco-syriens. Donc c'est en ce moment voilà, au tribunal, à la Cour d'appel de Paris. Donc vous voyez quand même, il y a des grandes tendances qui se dessinent sur des procès de... Ah oui, et j'oubliais bien sûr, excusez-moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, qui est le procès des 14 Chiliens. Donc c'est aussi des responsables essentiellement militaires qui sont accusés de la disparition forcée de 4 franco-chiliens qui vivaient en Argentine au moment du coup d'État d'Augusto Pinochet. Donc on voit bien quand même cette orientation très crime contre l'humanité ou crime de génocide ou attentat terroriste. Et ça, c'est quand même important de le souligner par rapport à un certain nombre d'éléments que je vais évoquer. Juste peut-être un focus par rapport à l'évolution du tournage. On va dire qu'il y a 3 grandes tendances. Il y a la façon dont les procès Seconde Guerre mondiale qui ont été filmés. Ce sont des procès, on est en 87, donc à cette époque-là, on est dans un mode technique de tournage avec caméra, avec grosse caméra. Hein. Si vous connaissez les images du procès Barbie, on les voit hein, régulièrement, elles sont dans les angles de prise de vue, hein, voilà. Elles sont des points fixes, bien sûr, mais elles sont là. Et donc, ça veut dire qu'il faut des caméramans derrière ces caméras, et donc il faut quelqu'un qui coordonne le fonctionnement de ces enregistrements, donc un réalisateur. Et ce réalisateur, on va les chercher dans le monde de la télévision parce que c'est eux qui maîtrisent cette technique précise de tournage qui est nécessaire pour les filmages. Mais comme on veut que ça ne soit pas un tournage journalistique, mais bien un tournage historique, alors on délègue le président de l'audience qui est lui le vrai réalisateur, parce que le réalisateur technique n'a aucun droit d'auteur, hein, ça il faut quand même le préciser. On connaît leurs noms bien sûr, mais leurs noms n'apparaissent pas vraiment, enfin en tout cas, ils n'ont pas voix au chapitre. Donc il y a un représentant du président de l'audience, donc un magistrat, dont la seule mission pendant le procès est d'être assis à côté du réalisateur
pour donner son avis sur la bonne façon de créer des archives historiques qui vont faire mémoire vivante sur le procès. Donc, on est effectivement dans cette approche un peu particulière. Et puis, il y a un tournant qui est majeur, qui est le procès AZF qui a lieu en 2009. Pourquoi c'est un moment qui est important? Parce que il se passe quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent, c'est-à-dire que celui qui est mis en accusation dénonce, s'oppose en fait à l'enregistrement et donc la chambre criminelle de la Cour de cassation, bien sûr, c'est pas évident, mais en tout cas renvoie cette demande, donc refuse, donc l'enregistrement a bien lieu. Par contre, parce qu'il, mais, si vous voulez, comme il y a eu un doute, alors oui, autre point quand même très important par rapport à ce procès, c'est le premier procès dont le filmage est demandé par les parties civiles, alors que les autres procès, c'était, je sais que les magistrats n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est des décisions politiques quand même qui, voilà, derrière. Hein, c'était évident que ces procès allaient être enregistrés. Là, c'est le premier procès qui est demandé par les parties civiles. Et comme l'accusation s'est opposée, il faut effectivement donner des garanties vraiment supplémentaires qui, justement, va peut-être plus loin dans l'interprétation de la loi, ou si vous connaissez un peu les images du procès Barbie, Touvier ou Papon, vous verrez que les caméramans ont eu beaucoup de liberté, surtout pour le procès Barbie, mais également quand même pour les autres. Donc, ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, dans les petits cahiers des charges qui étaient rédigés pour les 3 premiers procès Seconde Guerre mondiale, il était dit que voilà, il était conseillé en quelque sorte que la caméra soit la plus neutre possible. Bon, et là, en fait, il ne s'agit pas seulement de dire que la caméra doit être la plus neutre possible, il faut donner des garanties supplémentaires pour que justement on n'ait plus ce souci avec un accusé qui s'oppose au filmage. Et donc, il y a vraiment dans le cahier des charges, il est beaucoup plus détaillé et surtout, et là, je vais vous le citer, hein, c'était ce que je farfouillais dans mon ordinateur en essayant de vous parler pour essayer de retrouver cette phrase parce qu'elle me paraît vraiment très importante et elle va vraiment impacter tous les tournages, et je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, mais je vais vous parler de la 3e période, c'est-à-dire qu'il est dit le respect de l'obligation de neutralité. Donc là, on va parler d'une image neutre, mais on parle de neutralité. Interdit, donc là on est dans quelque chose de très strict, toute prise de vue effectuée de telle sorte qu'elle confère à l'un des orateurs un caractère ne correspondant pas à l'exacte réalité. La prise de vue devra être aussi neutre que possible. Donc là, on n'est plus dans un conseil, on est dans une obligation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les 2 petits points. Les plans sont fixes, parce que là, rien de nouveau. Les gros plans sont à proscrire. Alors, pourquoi on précise les gros plans? Parce qu'effectivement, si vous connaissez un peu les images des précédents procès, il y a des gros plans. Hein. Voilà, il y a des moments où on voit, donc l'avocat Truche en énorme, on voit Jacques Vergès en énorme, enfin voilà, on met vraiment le visage comme ça, ce qui n'existe plus du tout par la suite. Donc les gros plans sont à proscrire. Donc on voit effectivement que la justice prend du recul, hein, veut vraiment, voilà, c'est sa vision de la neutralité. Et autre point très important, seules les personnes en train de parler sont filmées et jamais les réactions. Ça veut dire que là, on réinvente la façon de filmer. Parce qu'en fait, les réalisateurs, ils savent filmer les procès jusqu'à présent. Pour les procès Barbie, Touvier, Papon, on n'a pas eu besoin de leur expliquer comment filmer. Le magistrat était là pour donner certains conseils. Alors, les réalisateurs vous disent qu'ils ont eu quand même beaucoup de liberté et que les magistrats ont toujours dit oui, 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 oui. Bon, donc en fait, les réalisateurs, ils savent leur métier. Et quand on prend un procès beaucoup plus ancien,
hors contexte français, le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961. Léo Hurwitz, qui est un réalisateur américain, qui est un des rares dans le monde à cette époque-là à maîtriser le mode de tournage de la vidéo, il n'a aucune instruction. Lui, on lui dit juste, la caméra ne doit pas s'entendre et on ne doit pas la voir. Et donc, vous regardez les images du procès d'Adolf Eichmann, c'est des images, on voit beaucoup de choses, mais c'est des images qui sont très respectueuses. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'autant de précautions. Donc là, on explique le métier au réalisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les procès, on va dire jusqu'à 2018, sont des mosaïques de personnes qui parlent. C'est-à-dire que vous ne voyez rien. Vous voyez la personne qui parle, vous perdez. Alors oui, vous êtes dans l'oralité du débat, oui, en effet, mais vous perdez le contradictoire du débat, puisqu'il n'y a pas, de contradiction, puisque les personnes se succèdent dans la parole. Mais il n'y a pas effectivement les réactions. Alors, ce n'est pas forcément les réactions, mais c'est à minima la personne qui a posé la question. C'est à minima, on parle de l'accusé, ça paraît assez normal de montrer l'accusé. Donc, en fait, on assiste à des procès où des personnes parlent, où il y a les accusés autant possible, mais c'est-à-dire s'ils parlent. Donc, s'ils ne parlent pas, c'est des procès sans accusé. Donc, c'est des images qui sont très, très particulières. Alors, pourquoi 2018? C'est une date aussi qui est intéressante. Non pas parce que tout ça change fondamentalement. Ce qui change beaucoup, c'est que depuis 2014, les chercheurs, donc merci mesdames et messieurs, s'intéressent à ces archives. Et ça, c'est très nouveau parce que jusqu'à présent, c'est pas que ces archives n'intéressaient pas, mais c'est que elles intéressaient parfois des réalisateurs pour faire des documentaires et il n'y avait pas beaucoup d'autres types d'intérêt pour ces archives. Il n'y avait pas de recherche sur ces archives, hein, contrairement à ce qu'on voit maintenant. Donc, c'était des objets archivistiques, effectivement, pour l'histoire, pour plus tard. Et voilà, donc en 2014, bon, moi, je prends mes fonctions actuelles aux Archives nationales. Donc, au moment où arrivent les archives du procès de Pascal Sibicangua, qui est donc le premier génocidaire qui a été filmé en France, enfin, jugé en France et filmé, excusez-moi de cette imprécision. Et donc, rapidement, voilà, je participe à un séminaire, donc on commence à discuter avec un certain nombre de chercheurs de ces archives. Effectivement, ce que disent les chercheurs, c'est que ces archives manquent d'informations. Et ça, même d'un point de vue archivistique, c'est une problématique. Parce que des archives, ça doit effectivement donner des informations, hein, c'est le but quand même. Et là, évidemment, on voit bien qu'on a une image qui est très, très pauvre. Donc, en 2018, pourquoi 2018? Pourquoi il faut 4 ans? Parce que, voilà, on est sur un temps administratif qui est très long. Et donc, en 2018, ce qui est intéressant, c'est que va avoir lieu le procès en appel de 2 autres génocidaires, qui est Ngenzi et Barahira, dont la première instance a eu lieu en 2016. Et c'est la présidente de l'audience, va être la grande juge Xavier Simeoni, que j'ai la chance de pouvoir rencontrer. Ça, c'est le premier président d'audience que je peux rencontrer. Et en fait, il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre nous et elle comprend très, très bien l'intérêt de ces archives. Et elle-même, elle le dit que c'est très important, qu'effectivement, il faut que ça soit filmé, que c'est pour l'histoire. Elle-même trouve ça très intéressant de penser qu'elle pourrait se voir alors qu'elle ne s'est jamais vue juger. Et donc, il y a un vrai dialogue qui s'instaure avec ceux qui sont en charge de l'organisation du filmage, qui est la direction de la communication du ministère de la Justice. C'est quand même assez significatif de voir qui filme. Donc, petit à petit, on arrive à faire bouger un peu les lignes, en tout cas, le cahier des charges est allégé. Et ce qui va vraiment être très significatif, c'est les procès des attentats terroristes.
Parce que les procès, le premier procès, c'est donc le procès de janvier 2015, c'est-à-dire qui juge les faits qui ont lieu en janvier à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher et à Montrouge. Et là, on retrouve ce qu'on a connu pour le procès de Klaus Barbie, c'est-à-dire que c'est un procès qui est tout de suite qualifié d'historique, qui, à nouveau, est très médiatisé avant même qu'il commence. Il y a une attente énorme et fait très nouveau, alors que le filmage n'était pas passé inaperçu sous le procès de Klaus Barbie, mais là, le procès intéresse. Il intéresse à tel point que j'ai dû donner je ne sais pas combien d'interviews, c'est très bizarre, mais c'est très rigolo à faire. Bon, c'est un peu casse-pied à la longue. Euh, et, euh, et donc, il y a une vraie attention sur ces archives. Alors, ce qui les fait évoluer, ce n'est pas seulement l'intérêt de l'opinion, ça ne suffirait pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a un débat. C'est-à-dire que ce procès va donc attirer beaucoup de monde. D'abord parce qu'il y a beaucoup de parties civiles, il y a beaucoup d'avocats, donc rien que ça crée un nombre important. Il y a beaucoup de journalistes qui veulent assister au procès. Et puis, il y a le public quand même. Euh, donc, ce procès aurait dû avoir lieu à la Cour d'appel de Paris, qui ne dispose pas de salle assez grande. Donc, il est délocalisé au tribunal judiciaire de Paris, donc porte de Clichy, où il y a des salles qui sont dites assez grandes, mais qui ne sont quand même pas assez grandes pour contenir tout le monde qui est attendu. Donc, on se dit, bah, on fait quelque chose qui est très courant dans la justice, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que on ouvre plusieurs salles pour retransmettre le procès. Là où c'est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on retransmet à partir du moment où il y a déjà un filmage qui est prévu, qui est celui du filmage des archives audiovisuelles de la justice? Est-ce qu'on crée deux flux, un flux pour les archives historiques ou est-ce qu'on ait un flux pour la retransmission dans les autres salles? Donc, il y a un certain nombre de discussions et ce qui emporte finalement l'adhésion, c'est une histoire de simplification technique aussi, il faut pas se le cacher, et certainement aussi financière, c'est de se dire finalement on va avoir qu'un seul flux, et donc dans ce cas-là, à partir du moment où il est décidé qu'il serait filmé des archives audiovisuelles de la justice, on garde ce flux-là. Ce qui fait que ça aussi permet à la justice de se réintéresser à qu'est-ce qui se passe derrière cette caméra, qu'est-ce qu'on voit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet un dialogue. Et l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'il se passe quelque chose de complètement neuf, c'est-à-dire que pendant le procès de janvier 2015, c'est le premier procès où on peut voir en direct les archives audiovisuelles en train de se filmer. C'est-à-dire que le public ne peut pas être accueilli dans la salle d'audience principale, il n'y a pas assez de place. Ils ne peuvent pas être accueillis non plus dans d'autres salles annexes où il y a les autres avocats, les parties civiles, etc., qui ne peuvent pas prendre place dans la salle d'audience principale. Donc, en fait, on ouvre l'auditorium. Donc, c'est un espace qui est au rez-de-chaussée. Donc, c'est un vrai auditorium avec des sièges en gradin, un écran immense, comme dans un cinéma. Et on voit en immense gros plan, voilà, les archives audiovisuelles en train de se filmer. Donc ça, c'est un moment qui est quand même assez fabuleux. Et c'est intéressant de le souligner parce que on a assisté à des changements d'attitude, aussi bien chez les journalistes que chez les dessinateurs de presse, que même chez les avocats des parties civiles. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir vu des avocats de parties civiles ou des dessinateurs de presse ou des journalistes venir dans la salle. Parce que ce qui est très nouveau pour eux, c'est que ça leur donnait la possibilité de voir de face les personnes qui parlaient à la barre. Ce qu'on ne voit pas quand on est dans la salle d'audience principale. Et de voir en plus en très gros. Donc voilà, de voir des choses que dans l'expression, dans l'expressivité qu'on ne voit pas. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant de dire, c'est que le fait de voir en direct les enregistrements, c'est pas prévu dans la loi, mais il n'y a pas eu de modification. Mais la question s'est posée justement, quand même. Est-ce qu'on n'allait pas devoir modifier la loi ou pas? Bon, finalement, ils l'ont fait simple, on va dire, voilà, et puis ça n'a offusqué personne, donc ça s'est passé comme ça. Peut-être pour clore sur les spécificités,
rapidement, parce que ça, on en a beaucoup parlé, les procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 et le procès de l'attentat terroriste du 14 de 2016 ont fait l'objet d'un dispositif spécifique puisqu'il a été construit une salle dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire sur l'île de la Cité. Donc là, effectivement, on a une espèce de boîte un peu particulière dans la boîte. Et surtout, et là c'est aussi important, c'est que on reproduit le dispositif de voir en direct l'image en train d'être tournée. Donc là c'est aussi pareil, hein, un seul flux pour toutes les salles de retransmission et pour la salle d'audience principale. Et surtout, comme la salle d'audience elle est très en longueur, ils ont disposé des écrans à espace régulier au niveau des bancs du public, ce qui fait que même les personnes qui voient en direct le procès en train d'avoir lieu sous leurs yeux, peut-être un peu loin, mais quand même, il est là devant eux, ils peuvent aussi le voir sur les écrans. Et donc, ils voient simultanément le dos du témoin et sa face. Et là où effectivement, ça entraîne une vision et une approche très particulière. Alors, effectivement, qui entraîne beaucoup de discussions, je pense, sur la neutralité de l'image et surtout de ce qui est en train de se passer dans le procès, c'est que les écrans, ils ne sont pas seulement au niveau des bancs du public, ils sont aussi en face des bancs où sont assis beaucoup d'avocats des parties civiles, ils sont en face du box des accusés et les présidents d'audience, enfin le président de l'audience, et ses assesseurs, et là, comme on a des cours spécialement constitués, il y a beaucoup d'assesseurs, puisqu'il n'y a que des magistrats professionnels, hein, il n'y a pas de jurés qui sont présents, qui les assistent. Ils ont aussi un retour de caméra devant eux. Donc, ça donne, si vous voulez, une gestion du procès qui est très particulière. Donc, on voit bien qu'il y a des évolutions quand même, sans que la loi bouge. Mais quand même, ce que je voulais souligner avant de parler de la question de l'accès, si j'ai encore quelques instants, c'est que, alors que les procès des attentats terroristes ont lieu, il y a toujours d'autres types de procès qui ont lieu, qui sont des procès de crimes contre l'humanité, donc tous les procès du génocide des Tutsis qui continuent, un autre procès de crime contre l'humanité qui est le procès de Kunti Kamara, donc qui est accusé effectivement de crimes contre l'humanité au Libéria. Et en fait, les avancées que l'on a obtenues pour les procès des attentats terroristes ne se retrouvent plus dans les procès de génocide des Tutsis. C'est-à-dire qu'on a, si des petites choses, on a quand même des champs contre champs. Hein, on n'est plus seulement sur la fixité sur la personne qui parle. Mais on retrouve une approche quand même beaucoup plus restreinte. Voilà, donc ça, c'était quelques éléments un peu larges. Je suis désolée, j'étais peut-être un peu longue. Peut-être rapidement, parce que oui, il va falloir que je te donne la parole quand même, Sylvie. Je suis désolée de parler autant, mais quand même sur l'accès. Alors, l'accès, il y a le cadre légal. Je vous ai dit qu'elles sont librement communicables au bout de 50 ans. Au départ, le régime, il y a eu une première ouverture en 1990, parce qu'on est 3 ans après le procès Klaus-Barbie, et il y a déjà des chaînes de télévision qui aimeraient bien retransmettre les débats du procès Klaus-Barbie. Sauf que dans la loi initiale telle qu'elle a été rédigée en 1985, il faudrait attendre 20 ans pour qu'on puisse faire des demandes de diffusion. Donc forcément, c'est un petit peu loin. On est en 90. Donc en fait, on profite d'une autre loi qui est la loi relative au fait, alors je ne suis pas sûre de l'ordre, hein, vous voudrez bien m'excuser, Louise, vous bouchez les oreilles pour la loi effectivement qui réprime les actes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme pour introduire une modification dans la loi sur l'enregistrement des archives audiovisuelles de la justice
qui permet, pour des procès de crimes contre l'humanité, de faire des demandes de diffusion. Et ce qui permet effectivement ensuite un certain nombre de réalisations documentaires que vous connaissez peut-être. Mais le régime finalement change peu et il faut vraiment attendre 2008 pour qu'il y ait une grande modification. C'est-à-dire qu'en déjà un tout petit peu avant, en 2004, on a réuni les deux grandes lois, on va dire archives, la loi qui porte sur les archives en général, c'est-à-dire la loi de 1979 et la loi de 1985, au sein d'un code qui est le code du patrimoine. Donc il y a une patrimonialisation quand même de la loi sur les archives audiovisuelles de la justice, hein, donc qui retombe, on va dire, dans le giron culture ou patrimoine. Donc, mais je dis ça très très vite. Et en 2008, il y a une loi qui touche sur à la communicabilité des archives, qui est également intégrée au Code du patrimoine, puisque ça parle directement des archives en général, et qui permet une petite avancée mais quand même importante, surtout pour la finalité de recherche historique ou scientifique, qui permet dans cet objectif de recherche bien particulier de bénéficier d'un accès immédiat aux enregistrements si le procès est terminé par une décision définitive. Ça veut dire que toutes les voies de recours ont été épuisées. Donc, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus, voilà, les pourvois en cassation ont été, tous été rejetés, donc il n'y a jamais eu de cassation jusqu'à présent. Donc, il faut effectivement qu'il y ait cette condition, mais à partir du moment où cette condition est remplie, alors, voilà, pour une modalité de recherche historique et scientifique, l'accès est libre. Alors, pour tout autre usage, c'est-à-dire pour un usage de réutilisation, que ce soit pour une exposition, comme celle par exemple que j'ai faite, que Sylvie Imbert a accueillie aussi à l'Université catholique de Lille, et qui a été aussi dans d'autres lieux, ou pour réaliser un documentaire, il faut déposer une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, qui doit ensuite statuer sur la recevabilité ou pas de la demande, soit avec un accord total, partiel ou un refus, qu'il signifie par une ordonnance. Donc, c'est un acte juridique très particulier, hein, où il faut prendre un avocat. Donc, on voit, c'est pas non plus anodin comme démarche. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de demandes que ça décourage parce que quand on est trop juste en temps, forcément, on peut pas le faire. Puis, il y a une question de coût. Donc, mais en tout cas, voilà, on va dire, il y a un accès à deux vitesses. Et c'est intéressant de souligner quand même cette évolution pour cette motivation de la recherche et non pas de la qualité de chercheur. On n'a pas besoin de justifier qu'on est chercheur. C'est vraiment la motivation. Et ça, je pense que d'un point de vue archivistique, c'est très, très important. C'est qu'on a donc des archives historiques et finalement, ça semble assez logique que pas forcément des historiens, mais on va dire des gens qui font des recherches, puissent y accéder plus tôt. Voilà. Alors, je sais que ce délai de 50 ans pose débat, et il n'a jamais changé. Hein, la libre communication, le libre accès, le libre usage, ce n'est pour l'instant que 50 ans. Voilà. Je pense qu'il est en partie caduque, mais en tout cas, c'est toujours ce délai-là. Donc ça, c'est le régime de l'accès par rapport au droit. Par rapport à l'accès, il y a aussi d'autres problématiques. Il y a une problématique qui n'est pas que spécifique à ces archives-là, qui est générale à toute archive audiovisuelle, c'est-à-dire que voilà, quand vous avez quand vous avez un dossier papier, quand vous avez un registre, quand vous avez un livre, on a l'habitude de pouvoir feuilleter et repérer visuellement les endroits qui peuvent nous intéresser. Dans un film, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé, et je salue vraiment Louise, qui est vraiment celle qui a vu le plus d'archives audiovisuelles de la justice depuis le procès Klaus Barbie jusqu'à l'appel à ZDF, l'appel Ngenzi Baraira même. Voilà, il faut un temps qui est incompressible, qui est celui de la durée du procès.
Donc, quand vous voulez regarder le procès de Maurice Papon, c'est 380 heures. Si vous voulez regarder le procès du 13 novembre 2015, c'est 705 heures. Voilà. Donc, vous avez une masse qui est actuellement, on va dire, à 6 000 heures pour arrondir, euh, que, enfin, vous ne pouvez pas passer outre. Si vous voulez voir l'intégralité du procès, bien sûr. Euh, mais voilà, il y a cette difficulté. Et puis, l'autre difficulté, elle tient aussi au contenu, bien sûr. Hein. Voilà, il faut comprendre ce qui se passe. Un procès, c'est très particulier, c'est très codé, mais en même temps, comme c'est beaucoup de procès, la plupart des procès sont des procès de cour d'assises, donc en fait, tout est dans l'oralité. Donc, il peut se passer quand même des choses qui ne sont pas tout à fait prévues dans le protocole absolu voilà, du code de procédure pénale. Donc, qui obligerait presque quand même à regarder beaucoup. Et pour avoir fait une exposition qui se fonde sur ces archives, je peux vous dire que j'ai dû quand même regarder beaucoup d'enregistrements parce que c'est inévitable. Donc, il y a la problématique du contenu et la problématique aussi des métadonnées. Et là, on est dans une approche qui est plus archivistique, c'est-à-dire que nous, archivistes, bien sûr, on archive des archives ou des données, puisque là, on est dans une approche plus numérique. Mais si on ne fait que ça, je dirais que ça ne sert à rien, parce que d'abord, on ne va pas pouvoir bien pérenniser. Je ne ferai pas un cours sur la pérennisation, rassurez-vous, mais je peux vous le dire. Et surtout, on ne pourra pas rechercher. Il faut vous imaginer la donnée qui est une aiguille, et en fait, plutôt, et la botte de foin, et vous, ce que vous cherchez, c'est l'aiguille. Par hasard, vous allez peut-être pouvoir tomber dessus, mais si vous n'avez pas un fil d'Ariane qui vous explique comment y accéder jusqu'à l'aiguille, vous ne trouverez pas. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire des données sur les données, des éléments de description, de contextualisation, des éléments aussi de durée, des éléments de date, enfin beaucoup d'éléments des éléments d'indexation qui ensuite permettent de comprendre, notamment si on ne veut pas voir tout un procès, mais même si on voit tout un procès, c'est quand même utile, hein, qui permettent effectivement de se repérer dans cet objet particulier qui est formé par une audience filmée au titre des archives audiovisuelles de la justice. Et donc, là aussi, il y a une difficulté, c'est que il faut savoir que les 3 premiers procès, ce point-là a été négligé. Donc, en fait, c'est vraiment une documentation qui a été faite a posteriori et qui est vraiment très, très succincte. Sauf pour le procès Claus-Barbie, où effectivement, j'ai voilà, une collègue, il y a très longtemps, qui a fait une indexation qui est très intéressante. Donc, en fait, il faut attendre vraiment des procès beaucoup plus récents, qui sont justement le procès des 14 Chiliens, pour que les archivistes exigent qu'il y ait des métadonnées. Et les personnes qui vont commencer par gérer les métadonnées, c'est le greffe du tribunal, parce que le greffe, effectivement, a en main le planning de l'audience qui va avoir lieu, et donc, de son point de vue, eh bien, à même de savoir les grands moments de l'audience. Mais c'est vraiment des grands moments. Donc, en fait, on a le nom du témoin, la date, bien sûr, à laquelle il a témoigné. Voilà, on a des éléments comme ça très, très génériques, mais on n'a pas du tout ce qu'il a dit, même un résumé. Et en fait, on ne l'a pas, non pas parce que c'est infaisable, mais parce que j'ai déjà beaucoup discuté avec le greffe, avec différents greffières, parce que c'est une profession très féminine, de ce sujet. En fait, le greffe même ne veut pas le faire parce que selon eux, ils sont sinon dans une interprétation du procès. Donc, ils s'en tiennent finalement à ce qui est prévu
au planning. Donc, il marque le nom du témoin. S'il y a des documents cinématographiques, comme ça se fait par exemple au moment des procès des génocides des Tutsis, donc il marque les noms des films. Donc, mais c'est vraiment assez léger. Mais ça a le mérite d'exister. Là où c'est intéressant, c'est voilà, ces procès terroristes qui dérogent vraiment en beaucoup de choses. Comme c'était des procès qui allaient être très, très importants en durée, en fait, on nous a, bon, je vais vous faire en résumé, en gros, voilà, c'est nous, Archives nationales, qui avons géré les métadonnées. Donc, effectivement, ce qui a été intéressant, ça a été que ça nous a permis de réfléchir à qu'est-ce que pourraient être les métadonnées absolument idéales du point de vue de la pérennisation, du point de vue de la recherche et du point de vue aussi de la compréhension de ce qui se passe pendant l'audience. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, c'est vraiment passionnant et c'est ça qui est frustrant aussi. Mais en tout cas, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, pardon, sur cette. Merci pour cette contextualisation de la loi de 1979 qui amène aussi à cette loi de 85 et cette relation entre les deux. Moi, j'aimerais rebondir juste sur et c'est ce qui nous permettra de faire le lien avec l'intervention de Madame Humbert, c'est sur cette relation entre les archivistes et ce produit final qui est l'archive et l'archive audiovisuelle de la justice et les chercheurs finalement, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, cette archive, elle intéresse, mais elle a mis du temps à intéresser. Et elle intéresse pour le moment aussi qu'une partie de la communauté scientifique. Et ce soir, ce qui est intéressant aussi de mettre en avant, c'est qu'en histoire du droit, on aimerait aussi qu'il y ait un engouement un peu plus marqué. Les historiens des facultés des lettres montrent leur intérêt. Il y a une thèse récente, celle de Timothée Brunet-Lefebvre, qui a été soutenue en janvier dernier, qui montre cet intérêt déjà présent à l'EHESS. Et finalement, les facultés d'histoire et de droit sont un petit peu en retrait là-dessus. Et c'est là où, vous l'avez dit, ces archives, elles sont à la fois lacunaires et à la fois très riches. Et c'est ça il est difficile de transmettre ça aux personnes qui écoutent le webinaire ce soir, mais il y a cette dualité qui rend ce matériau d'autant plus intéressant à travailler, qui le rend complexe d'une part, mais à la fois accessible pour plein d'autres raisons et plein d'autres thématiques. Et d'ailleurs, Madame Sylvie Humbert fait partie en fait des premiers, voire de la première historienne du droit à s'être saisie de ce matériau. Alors, non pas les archives en tant que telles, mais la loi qui permet de mettre en place ces archives, ce corpus nouveau qui a d'ailleurs à sa place très particulière au sein du Code du patrimoine, hein, comme vous l'avez souligné. Alors, Sylvie Humbert, c'est la deuxième invitée de notre séance de ce soir, qui est enseignante-chercheur en histoire du droit à l'Université catholique de Lille. Vous avez comme domaine de spécialité l'histoire de la justice, le droit de la famille, les grands procès, et vous gérez la direction du laboratoire C3RD. Vous avez participé à tout un tas de travaux sur la justice. Vous êtes notamment intéressé aux procès liés au génocide du Rwanda. Et vous avez saisi ce matériau, en tout cas ce sujet des procès filmés, à partir d'un article de 2010. Vous avez réitéré votre intérêt, on le voit au travers d'un autre article en 2019. Et donc, c'est aussi cette relation entre l'archive, les archivistes, les professionnels de l'archive et les chercheurs, historiens et particulièrement historiens du droit qui nous intéressent ce soir. Et comme ça, on aura un moment d'échange pour pouvoir revenir un petit peu sur tout ça, parce que on ne pourra pas tout dire ce soir, malheureusement, mais ce sujet est très important. Je vous laisse la parole, Madame Humbert. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil de m'associer à votre travail de recherche et à ce webinaire. Et je remercie Martine pour avoir apporté beaucoup d'éclairage, ce qui va me faciliter, moi,
mon propos dans la mesure où je ne suis pas obligée de reprendre tous les détails. Et donc, c'est vrai qu'on se complète très, très bien. Par rapport à l'histoire des expositions, hein, les expositions sur procès filmés, on a reçu aussi à l'Université catholique une très belle exposition qui s'appelle Clichés d'audience, qui porte justement sur cette absence d'image liée à la loi 1954, qui fait que, eh bien, on n'avait plus connaissance de la manière dont le procès se déroulait dans notre société. Et il y a eu une dérive de ce fait dans la jeunesse et dans beaucoup de domaines au cinéma où on parlait plus de la justice américaine et de votre honneur. Et donc, la France ne connaissait plus l'histoire de ces procès. Et donc, cette exposition apporte un nouvel éclairage sur ce vide lié à la loi 1954. Et donc, Martine l'a bien expliqué, seul le journaliste peut prendre des photos avant que le procès ne commence. Et dans le procès Touvier, on le voit bien, à un moment donné, le président demande aux journalistes de sortir de la salle et d'arrêter de prendre des photos et des images. Donc, ça a beaucoup de sens aussi, ces expositions qui montrent justement à la fois les faiblesses d'un droit ou d'une justice et de l'autre côté, l'intérêt justement de faire évoluer la législation dans un sens ou dans un autre. Alors, vous m'avez présenté avec beaucoup de gentillesse, merci beaucoup. C'est vrai que je me suis très vite intéressée à l'histoire des procès et que ça fait partie de la manière dont je présente mes enseignements. Et très tôt, j'ai associé des images de films de procès. La caméra explore le temps, etc. Alors, bien sûr, c'est que des extraits. Hein. J'ai jamais présenté des films entiers, simplement montré les acteurs comment ils se présentaient dans les procès et comment ça se déroulait. Et mon intérêt pour le cinéma, c'est toujours par hasard qu'on fait des découvertes et un beau jour, quelqu'un est arrivé chez moi avec le premier film de Méliès, On a marché sur la Lune, dans le bonus, il y avait l'affaire Dreyfus. Alors, je me suis un petit peu intéressée en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Dreyfus qui est filmée par Méliès c'est évidemment, je pense que tout ce qui touche la justice fait partie ce sont des fictions qui sont très faciles à réaliser pour les réalisateurs, puisqu'il y a des archives, comme dit Martine, il y a aussi des coupures de presse, il y a des représentations qui sont faites d'un côté ou de l'autre, et donc ça permet de recréer une histoire. Et donc, on transforme aussi la justice en spectacle. Spectacle qu'elle est considérée parfois comme être naturellement avec tout ce qu'on a appris au lycée, l'unité de temps, l'unité d'action, l'unité de lieu. Et donc, on retrouve tout ça dans la justice. Et le cinéma participe on va dire, à la monstration de ce que le procès peut être. Alors, bien sûr, ces procès de Méliès, il est le créateur vraiment de l'image cinématographique. Même si on parle des frères Lumière, lui, il a créé l'histoire de ces procès dans un moment où c'était très compliqué, où c'était très difficile, où il a dû s'investir personnellement comme acteur. Il joue le rôle de Laborie, tout simplement parce que dans ce contexte comment dire, de l'affaire Dreyfus, eh bien, il y a des tensions très fortes entre les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards, et que jouer le rôle d'un Dreyfusard, c'était pas facile à faire. Donc, il va s'investir, il va créer le flashback pour l'occasion, il va assister au procès de Rennes, le deuxième procès, et il retourne dans le studio qu'il a créé uniquement pour ça, pour présenter ses images. Et le problème, c'est que lorsque les images vont être présentées dans les foires, au moment des actualités ou autres, eh bien, ça va entraîner des bagarres dans le public. Et là, on se rend compte que, eh bien, il y a un vide juridique, il n'existe pas de censure cinématographique.
Et donc, on va réfléchir à organiser le droit pour pouvoir combler finalement tout ce que la technologie apporte de nouveautés, mais qui ne peut pas être maîtrisé au même moment où sont produites les images. Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti aussi dans l'approche que nous a faite Martine. On voit bien qu'il y a des vides, la loi n'a pas tout prévu, il y a un vide. Et alors, bien sûr, le point de départ après, pour tout ce qui touche les crimes de masse, ça va être Nuremberg. Nuremberg, c'est un moment fort. Le moment Nuremberg est fondamental à la fois dans l'histoire de la justice pénale internationale, mais aussi par rapport à l'histoire des procès filmés, puisque pour la première fois dans l'histoire, la caméra va être utilisée dans deux objectifs précis. Le mot objectif peut-être mal choisi par rapport à la caméra, mais pourquoi pas, on va le garder. Le premier, c'est que, eh bien, on va montrer l'horreur en face au criminel, et donc on va utiliser la caméra comme preuve à l'appui de ce que justement ces criminels, parce que les crimes contre l'humanité, les génocides, l'idée c'est de faire disparaître toute trace, toute preuve. Et donc on va réutiliser ces images comme étant un mode de preuve. Et puis ensuite, le deuxième objectif, c'est évidemment des procès pour l'histoire, des procès pour la mémoire. Alors je ne vais pas détailler outre mesure ces différents procès. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est davantage évoquer avec vous les rencontres que j'ai eu la chance d'avoir. D'abord, lors de différentes sessions à l'ENM, l'École nationale de magistrature, avec Denis Salas, on anime une session qui s'appelle La justice face à la tourmente de l'histoire, ou l'acte de juger dans la tourmente de l'histoire. Et lors de ces rencontres où nous recevons en général une centaine de magistrats qui viennent de tous les horizons, de France et d'outre-mer, parfois certains de Luxembourg et de pays étrangers. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à cette image. Et dernièrement, en 2022, à la suite des procès de V13 et de janvier 2015, eh bien, nous avions une table ronde autour de Régis de Jorna, qui présidait les procès Charlie Hebdo, comme on dit Charlie Hebdo, les 3 procès de janvier 2015, pardon. Xavier Simeoni, dont on a parlé, qui était également assesseur au procès V13, et Jean-Louis Périès, président du procès V13. Xavier Simeoni étant également présidente lors des procès en appel de Tito Barahira et Octavien Nenzi. Donc on voit ce lien qui se crée entre à la fois les procès crimes contre l'humanité, génocide, terrorisme, en fait les crimes de masse, tout ce qui est violence, dans laquelle on rencontre énormément de victimes innocentes. Et donc ce terme de victime innocente a donné aussi un sens différent au procès, parce qu'il fallait leur donner une place nouvelle qu'ils n'avaient pas eue lors du procès Nuremberg, qu'ils ont commencé à voir lors du procès Eichmann, où pour la première fois on va entendre 130 témoins, et progressivement les témoins vont trouver une place, au point que Annette Viviorca a écrit ce très beau livre sur l'ère des témoins, qu'il faut évidemment pouvoir lire également. Alors, on a posé des questions, et j'ai surtout retenu Régis de Jorna, parce que nous l'avions invité à Lille plusieurs fois autour de l'exposition que Martine nous a permis de reconstruire, rééditer, on va dire, d'une façon un peu personnalisée. Et par rapport également à un cycle de conférences qui avait été organisé de ces procès filmés, et puis un colloque qui a eu lieu le 8 mars 2022 autour sur justement filmer les procès du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, j'ai fait un petit mélo de ces différents entretiens. Et la première question qu'on avait posée à Régis de Jorna, c'est qu'est-ce qu'un procès historique? Parce que, comme l'a dit Martine, eh bien, d'une archive historique, on est arrivé à un procès historique. Alors là, Régis de Jorna, je vais peut-être
résumé, pour lui, tout procès a une importance et pour chaque victime, le procès, c'est leur histoire avec un grand H. Donc, la place de la victime est valorisée par le procès qui est un procès historique. Pour lui, on devrait plutôt parler d'un procès symbolique et il montre à un moment donné, ce qu'a expliqué Martine, le glissement sémantique entre les procès enregistrés, qui sont des procès pour les archives, et les procès pour l'histoire. Alors, il explique que certains procès marquent l'histoire avec un grand H et que d'autres procès sont marquants à un moment donné parce qu'ils ont touché la mémoire collective de notre pays ou d'un pays donné. Donc, on voit cette nuance qu'il a établie entre les procès pour la mémoire, les procès pour l'histoire, et puis on verra après les procès pour la pédagogie. Alors, il nous donne l'exemple en disant « Personne ne contestera que le procès de Socrate, le procès de Jeanne d'Arc, le procès de Louis XVI, Marie-Antoinette, le procès du maréchal Pétain, de Nuremberg, Klaus Barbie, etc. C'est bien des procès historiques, mais nous sommes en présence de figures de l'histoire qui ont dû rendre des comptes à la justice, qui ont été jugées. Alors ensuite, d'une manière un peu plus pragmatique, il s'interroge, mais Salah Abdeslam, après tout, représentera-t-il un jour une figure de l'histoire? Il ne le pense pas. Il dit on peut en douter. Mais par contre, le procès des attentats de 2015 a marqué la mémoire collective parce que la justice y a attaché une place particulière avec les enregistrements vidéo, avec une salle spécifiquement construite pour le procès, c'est ce dont nous a parlé Martine, mais même pour Klaus Barbie. Il a fallu réorganiser la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon. Ensuite, par la dimension des salles, ça aussi, V13, la salle est majestueuse. C'est une salle de château, une grandeur nature. Je suis allée assister au procès des attentats de Bruxelles en mars 2016, mais cette salle, c'est un vrai cinéma. C'est une vraie salle de cinéma, un écran géant où on voit en gros plan tous les personnages. C'est encore plus impressionnant à Bruxelles qu'à Paris. Donc, par la configuration, par l'adaptation, parce qu'il a fallu adapter ces salles pour les enregistrements, pour placer les caméras, pour protéger les accusés aussi. On a les box en verre, des box qui vont aussi porter atteinte dans le procès Touvier aux droits de la défense. Ces box qu'on va retrouver lors du procès de Bruxelles et où il faut à ce moment-là démolir et réadapter pour que la défense et la personne qui est dans le box puisse s'adresser directement au juge. C'est ça, c'est l'oralité qui prime. Or, il ne faut pas empêcher l'oralité des débats. L'image, c'est un point important, mais l'image complète l'oralité des débats. Et puis, on va dire aussi une couverture médiatique particulière, très importante dans les procès pour crimes contre l'humanité qui se sont déroulés en France, pour crimes pour terroristes, beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins développé pour tous les crimes commis au Rwanda, en raison sans doute de l'éloignement. Et donc, ça, c'était la première question. Deuxième question, quelle est la place des images? Et donc, Régis Dejorna va distinguer deux fonctions d'image. La première, celle qui est projetée pour la pédagogie. Et il reprend les images qui sont présentées lors des procès du génocide des Tutsis au Rwanda, parce qu'il faut pouvoir expliquer aux jurés ce qu'est un génocide. Et on va leur projeter des images d'un réalisateur qui a saisi des images, qui les a montées dans un objectif très précis. On va montrer Tuez-les tous, on va montrer Autopsie d'un génocide, ce qu'on a présenté aussi, nous, lors du dernier colloque du 12 mars 2024. Et donc, pour placer dans le contexte et
en 52 minutes ou 1h10, expliquer aux jurés ce qui a pu se passer pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, etc., etc. Et je me souviens très bien de la remarque qu'avait faite Aurélia de Vos en disant qu'elle a découvert le Rwanda d'abord en arrivant en tant que magistrat, puisqu'on lui a donné un dossier d'extradition à traiter, mais surtout les images de la télévision. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour l'ex-Yougoslavie, ce sont les reportages qui ont été les premiers à apporter les vraies images de ce qui se passait sur place. Et pour le Rwanda, c'est la même chose, même si on n'en a pas tenu compte. Et actuellement, ce qui se passe dans les pays, en Ukraine et puis également en Palestine, eh bien, c'est la même chose. Nous avons ces reportages terribles qui nous montrent la violence, qui nous montrent le crime, comment il est commis, et qui permettent déjà de réfléchir à la manière dont le procès va pouvoir être présenté, c'est-à-dire la qualification juridique. Elle est déjà établie et on cherche maintenant quelle juridiction. Donc, cette image qui apporte en premier le regard sur ce qui se passe, elle est fondamentale pour pouvoir ensuite organiser le procès le mieux possible et faire apporter toute la preuve. Et donc, ça, c'est le deuxième point de Régis de Jorna, les images qui sont projetées comme preuve. Alors, il part de Nuremberg et puis ensuite, la question, faut-il projeter les images des attentats de janvier 2015 ? Et le juge, donc il représente, il est le président, il est celui qui a entre les mains les images des vidéos de surveillance qui avaient été placées dans l'entrée de Charlie Hebdo et qui montraient justement l'arrivée des frères Kouachi dans le hall. Mais c'est simplement les images dans le hall. Ensuite, il n'y avait plus de caméras dans la salle de la rédaction. Et les images que l'on voyait, c'était des images qui avaient été prises par les enquêteurs et qui montraient les personnes, mais sans que l'on puisse les reconnaître. Donc, il s'interroge, lorsque le corps n'est pas identifiable, eh bien, finalement, pourquoi ne pas montrer les images lors du procès ? Par contre, il s'est posé un cas de figure particulier que la loi n'avait pas prévu non plus, c'est les images de la tuerie de Koulibaly dans les locaux d'Hypercacher qu'il avait prises avec une caméra GoPro qu'il portait sur lui. Et donc, le président a un pouvoir discrétionnaire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, la caméra valorise ce pouvoir discrétionnaire du président et il est placé devant une question particulièrement difficile à traiter, je dirais même une question éthique, une question de morale, de procès, avec le souci de préserver la dignité des victimes, parce que lorsque il est possible d'identifier les personnes qui sont décédées, ça apporte un regard plutôt malsain et quelque chose de particulièrement traumatisant pour les personnes qui les connaissent. Donc, faut-il montrer ou non l'acte de tuer ? Voilà la question que s'est posée Régis de Jorna face à ces images. Et donc, on voit qu'il n'existe pas de modus vivendi. C'est à chaque procès est différent, chaque procès est unique, chaque procès va avoir des images qui vont apporter tel ou tel regard, telle ou telle présence aussi, puisque Martine a parlé du procès des Chiliens où il n'y a pas d'accusé, ça paraît compliqué et pourtant le procès a eu lieu et les images sont là pour apporter justement quelque chose de très concret à un procès qui s'est déroulé à Paris, bien sûr, mais sur des lieux très, très lointains. Donc, quelque chose est fondamental. Alors après, le magistrat, le président, se trouve confronté au regard que les victimes peuvent aussi porter ou vouloir ne pas porter sur ces images. Et
là aussi, certaines parties civiles ont voulu que l'horreur soit montrée, par exemple pour le procès de Nice, où les caméras de vidéosurveillance montrent les dégâts causés par le poids lourd, le camion qui ne s'arrête pas et qui écrase tout sur son passage. C'est des moments particulièrement touchants, mais tout le monde est sensibilisé à ça. Et donc, on a posé cette question à Xavier Simeoni lors du procès V13. On lui a dit, devant l'horreur des images qui étaient présentées, comment est-ce que vous avez réagi? Et elle a dit, mais on a eu de la chance parce qu'on avait des masques. Et sous nos masques, on a pu pleurer sans le montrer. Parce que le magistrat n'est pas insensible. Ils doivent être neutres, impartiaux, mais ça reste des êtres humains. Or, ils n'ont pas le droit de montrer aucune émotion durant le procès. Alors, voilà un petit peu le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter. Le troisième point porte justement autour des procès filmés et sur le colloque qui a eu lieu sur les procès du génocide des Tutsis au Rwanda le 8 mars 2022. Je dis bien 2022, puisque 2014, le 12 mars, c'était un procès pour commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda et qui portait sur manifester la mémoire des procès du génocide des Tutsis au Rwanda. Manifester la mémoire. Et là, on est autour de ces procès filmés. Et en janvier 2022, je suis allée à Kigali parce que l'exposition Les procès filmés a été présentée à Kigali par le Centre Iriba et notre amie Martine et à moi, Assunta Mugiraneza. Autrement dit, les Rwandais avaient vu les images de procès présentées par les archives nationales. Alors, dans ce colloque, nous avions reçu un certain nombre de personnes, par exemple Damien van der Merch, qui était le premier juge d'instruction des 4 de Boutarel, le premier procès qui s'est déroulé à Bruxelles en 2001. Et donc, c'est un fait nouveau, évidemment, pour un procès d'assises qui, nous dit-il, a été totalement enregistré par l'ONG RCN, qui a retranscrit l'ensemble du procès. Que le deuxième et troisième procès n'ont pas été filmés et que le quatrième procès a été intégralement filmé en 2009 et qu'une télévision belge en a fait un résumé dans une émission de 1h30 pour relater le procès et le faire connaître. Et donc, l'ensemble de l'enregistrement est disponible, ainsi que celui du 5e procès enregistré en 2019. Et donc, c'est une NCR, c'est une boîte de production multimédia qui a sorti une série de vidéos qui s'appelle « Si c'est là, c'est ici » et avec un thème de la justice à la mémoire. Et donc, on peut les retrouver et ils utilisent un terme que je trouve important. Cette série qu'ils montrent à la télévision, des procès, ils appellent ça « l'éducation à la mémoire ». On n'en est plus dans les archives de la mémoire, mais dans la pédagogie et l'éducation à la mémoire. Et je trouve que cette manière de présenter les choses, c'est une valorisation de la manière dont les procès sont enregistrés. Alors, c'est vrai que les règles en Belgique sont complètement différentes de celles de la France. Ils n'ont pas de législation et c'est le président de la cour d'assises qui décide si les procès vont être filmés ou non. Alors, j'ai rencontré Laurence Massard qui présidait les procès des attentats de l'aéroport et du métro en mars 2016, qui a accepté que les films soient filmés sur le moment, mais aucune diffusion, aucune archive n'est conservée. Et je l'ai rencontrée après coup et elle regrette. Elle regrette que ces archives ne soient pas conservées. Autrement dit, les archives n'ont servi que pour la retransmission en direct du procès pour le public et ne servent pas à la mémoire de procès. Et c'est bien que les Belges donc développent cette série télévisée pour l'éducation à la mémoire des procès. C'est quelque chose d'important. Alors lors du procès, lors de ce colloque, on était en direct avec le Rwanda et est intervenu Gassana Ndoba,
qui est un historien, défenseur des droits de l'homme, qui était à la fois partie civile lors du procès, des premiers procès de Belgique, le cas de Boutaré, et qui a aussi travaillé sur un documentaire sur justement ses premiers procès en Belgique, un documentaire. Donc les images étaient filmées avant le procès et après le procès. Et donc les témoins étaient entendus avant, pas pendant le procès, et on le faisait parler après. Et je me suis rendu compte que quand on assistait au procès de V13, de l'attentat de Nice, pareil, eh bien, la télé est présente et elle diffuse des images, les télévisions sont là après coup. Mais peuvent quand même donner des éléments intéressants sur le procès. Ce qui fait que cette transmission des images après coup donne un regain d'importance à ces procès filmés. Et peut-être que ça a aussi un impact sur le public qui attend le soir que la télévision nous redonne ces images, comme les chroniqueurs judiciaires du temps passé qui venaient à la télévision. Donc c'est une nouvelle manière de rendre compte de la chronique judiciaire au quotidien. Alors, je vais accélérer par rapport à ce que disait Gassana Ndoba, parce que lui met en avant que la mémoire des procès, la mémoire de ces procès filmés, est très importante parce que pour ceux qui sont allés témoigner sur place, ça leur remet en mémoire l'histoire qu'ils ont vécue et ça leur permet de se reconstruire progressivement et de reprendre la confiance qu'ils avaient perdue. Et donc, cette vision par rapport aux témoins ou témoins victimes qui sont venus lors des procès, eh bien, ça a aussi quelque chose qui reconstruit au niveau local lorsqu'ils repartent chez eux au Rwanda. Donc, ça a un impact aussi sur le revivre ensemble de la société et cette confiance en soi d'avoir été entendu, écouté et peut-être filmé leur apporte peut-être quelque chose, même s'ils estiment qu'ils n'ont pas pu dire tout ce qu'ils voulaient dire, mais il terminait son propos en disant il y a la justice proprement dite, mais il y a aussi l'amont de la justice, voire l'amont de l'amont, et donc l'après. Et il y a un lieu pour la justice, mais il y a aussi des lieux pour la justice, c'est-à-dire que le procès n'est pas le seul lieu qui va permettre de donner du sens au procès. Et ce que nous avons vécu, nous, partie civile, lors de ce procès de 2001, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. C'est pourquoi ces images sont fondamentales pour continuer à témoigner pour les générations futures. Voilà comment termine Gassana. Aurélia De Vos, je vais très rapidement en parler puisque elle a dirigé pendant 10 ans le pôle le crime contre l'humanité et elle était au premier procès de Sibikangwa au parquet et elle nous a dit que la caractéristique de ce pôle contre l'humanité et qui s'est transformé en parquet national antiterroriste en 2020 a permis d'avoir des magistrats spécialisés pour les enquêtes. C'était le grand défaut du juge Bruguière qui, lui, n'était pas spécialisé, qui a commis des erreurs et donc on a apporté une évolution aussi dans la manière dont la carrière des magistrats était organisée. Et en parlant des procès filmés, elle nous a dit que les caméras étaient très peu visibles, on les a très vite oubliées. Et elle nous dit ce sont des outils très intéressants pour se replonger dans ce qu'on a pu faire au cours de ces procès. C'est-à-dire que c'est un outil important pour les magistrats. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Il n'y a pas que l'archive, il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi les magistrats eux-mêmes qui peuvent s'en servir pour présider les futurs procès qui vont avoir lieu sur le génocide des Tutsis, mais encore ce dont a parlé Martine. Très rapidement maintenant,
Alors, il s'appelle Tite Emmanuel Munyarukumbunzi Ruti Kangabadzi. Je vous donnerai le nom par écrit si vous voulez. Juriste expert en droit international, politologue, diplômé des études stratégiques à l'Université de Paris 11, chef à la Cour suprême du Rwanda au moment où les Gacaca ont été mis en place. Donc un magistrat. Et il commence par évoquer la question du négationnisme, de la désinformation, qui faisait déjà partie du plan d'extermination en 1994. Et il nous dit que cette dimension de propagande et de désinformation faisait partie de notre quotidien. Et donc, c'est là où je pense que les procès filmés, avec les qualités évoquées par Martine, résonnent dans leur histoire pour ne pas retomber dans ce négationnisme et dans cette désinformation qui était la leur. Parce que le procès va apporter une vérité sur l'histoire, une vérité sur le contexte, une vérité judiciaire, bien sûr, une des vérités de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda, mais malgré tout quelque chose dans lequel on peut aussi avoir confiance. Et donc, il nous parle aussi de les procès nous ont permis d'établir les faits, d'obtenir la culpabilité, d'inverser aussi le rôle de ces génocidaires qui se prenaient pour des tout-puissants. Et quand vous les voyez dans le prétoire, ils font pitié. Je crois que psychologiquement, c'est très important pour les rescapés d'être réhabilités par la justice. Et dans notre société, la dimension reconstruction passe aussi par cette justice, ne serait-ce que pour apaiser les membres qui composent cette société. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses du Rwanda, qui ont pitié du génocidaire et qui font une analyse du procès qui est particulièrement intéressante. Lorsque, au moment du vernissage de l'exposition Les procès filmés à Kigali, Assunta a présenté les photos, le film sur Sibikangwa, donc les 20 minutes du procès Sibikangwa. Eh bien, eux, très vite, ont compris quand Sibikangwa disait la vérité, mais qu'il disait aussi beaucoup de mensonges. Et au moment où il disait les mensonges, ils ont éclaté de rire dans la salle, chose qu'on ne peut pas faire dans un tribunal. Et donc, ces images de procès présentées leur ont montré, mais que le mensonge était grotesque et que les juges ne pouvaient pas tomber dans le panneau. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'étais au Rwanda par rapport à la manière dont ils ont visionné ces procès. Alors, ce qui m'a aussi étonné, c'est que lorsque l'on a présenté le procès Papon, Barbie Touvier, ils étaient très peu intéressés. Ils ne se sont vraiment intéressés qu'au procès Nuremberg, Eichmann, Sibikangwa et Tito Tito Bahira et Octavien Nyenzi. Et donc, on voit aussi, nous, on nous dit, ben oui, mais la presse s'intéresse peu au procès rwandais, mais finalement, eux se sont peu intéressés au procès du génocide des Tutsis au Rwanda. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous en quelques minutes, c'est un regard critique qui a été fait par un journaliste qui est Thierry Cruvelier, qui a écrit ce très beau livre sur le tribunal des vaincus à Nuremberg pour le Rwanda, point d'interrogation. Donc, c'est un journaliste. Nous avons à chaque fois fait en sorte de faire se rencontrer des magistrats, des professionnels de la justice, donc avocats, magistrats, des professionnels des archives, Martine qui est venue par exemple, et puis des professionnels du cinéma et du journalisme, dont Thierry Crevelier fait partie. Et bien sûr, lui nous dit que l'image, ça a été une révolution dans le prétoire, et il parle des premiers procès, Barbie, Touvier, Papon, premier procès filmé dans l'histoire judiciaire française. Et il nous dit qu'au bout des années 90, quand les tribunaux de l'ONU sont créés, eh bien, c'est une évidence que les procès seront filmés. On ne se repose même pas la question, le débat est terminé. Le débat, il arrive en 1985 avec la loi Badinter. Mais après, on n'y pense vraiment même plus.
les débats sur le retour de la caméra dans le prétoire sont éteints. En revanche, nous dit Thierry Cruvelier, et là c'est une faiblesse et c'est quelque chose dont vient de parler Martine aussi, personne n'a pensé le filmage. On a à la fois une ouverture incroyable, parce que tout d'un coup, tout est filmé, et on a des archives extraordinaires pour l'histoire, d'une force et d'une utilité majeure, nous dit-il. N'importe qui enseigne les procès ou ces grands crimes, n'importe qui enseigne ces procès ou les grands crimes va utiliser l'image. Je le fais maintenant pour mes étudiants. Et rien n'est plus utile pour capter la compréhension et pour incarner une histoire judiciaire. Mais ce qui est troublant, c'est que personne ne pense à la manière dont ces procès sont filmés. Car tout s'est dégradé à mes yeux, dit Thierry Cruvelier. Il y a beaucoup plus de liberté de filmage à Nuremberg qu'il n'y en a aujourd'hui où les films sont rigoureusement contrôlés. C'est le reproche qui est fait à cette image de caméra fixée. Et les règles de filmage sont fixées de manière rigide, elles sont entre les mains de techniciens placés sous les ordres des juges. Donc voilà un peu le reproche du journaliste, mais je le comprends. C'est-à-dire entre les mains de personnes qui ne pensent pas le film, qui ne pensent pas l'image et qui ne savent pas non plus ce qu'est une image. C'est un phénomène de grande ouverture de filmage, des procès très utiles pour l'histoire et la mémoire. Mais ces images sont trop contrôlées et partielles. Et on a perdu la qualité à mes yeux par rapport à la liberté des quelques heures filmées lors du procès Nuremberg. De même, en 1961, en Israël, lors des procès Eichmann, c'est le réalisateur qui décide et organise sa réalisation. Aujourd'hui, les images du procès Eichmann sont infiniment plus riches que celles des procès actuels, contemporains, nous dit-il. Ce sont des images qui sont déterminées par les cours, les magistrats, qui se protègent plus qu'elles ne servent à la mémoire. Et cette notion de protection, on l'a eu plusieurs fois avec notamment les attentats terroristes, où à un moment donné, on s'est demandé s'il ne fallait pas apporter en plus l'anonymat des magistrats. L'anonymat qui a été évidemment éludé, il n'est pas question mais l'anonymat a été, conservé, par exemple, pour ceux qui acceptent, comme les enquêteurs, de présenter leur enquête par visio. On les voit, ils sont floutés, la voix est transformée. Certains témoins aussi, on en a qui témoignent du Rwanda, qui ne veulent pas être reconnus. Et les images de ces procès, de ce fait, ont remplacé le vide que que le contrôle des magistrats ne permettait pas. Et donc, ça montre bien que ces films sont faits aussi pour l'histoire et essentiellement pour l'histoire. Il ne faut pas rejeter cette vision. Et je termine par Charles Moulinda Kabwete, qui est aussi un grand juriste au Rwanda, professeur. Le foisonnement d'images, nous le trouvons sur Internet. On est face à un foisonnement d'images, nous dit-il. Notre métier est exposé à la disponibilité des sources. C'est une bonne chose, mais en même temps, cela exige de nous plus de professionnalisme pour comprendre la manière dont nous pouvons utiliser ces sources de façon utile dans nos récits, dans nos travaux, dans nos narrations de l'histoire. C'est par cela que je termine. Merci. Excusez-moi, j'ai été un petit peu longue aussi, ça va laisser peu de temps pour le débat, mais ces témoignages m'avaient beaucoup frappée et je pense qu'ils éclairent beaucoup de choses par la pratique justement de ces procès. Merci Sylvie et Martine. C'était évidemment passionnant et j'aurais des milliers de questions. D'abord sur le dispositif technique qui est vraiment intéressant. Et peut-être que, alors même que les images prennent de plus en plus de place, j'ai l'impression que vous nous dites que les caméras sont de plus en plus discrètes. Et ça
ça rejoint un petit peu ce que vous nous dites sur la neutralité du film. C'est-à-dire qu'on ne recherche absolument pas un film de réalisateur, finalement. On ne recherche absolument pas un film avec un point de vue. Mais finalement, ce qu'on recherche, c'est une image impossible. C'est-à-dire une image du procès qui serait à la fois complète, qui nous ferait voir d'un seul coup d'œil le plan large et le plan serré, celui qui parle, celui qui réagit, et tout ça avec le respect du principe de neutralité. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas trouvé la solution pour rendre compte par l'image de la manière la plus… Et oui, comment la qualifier la plus utile pour la mémoire et en même temps utile pour l'histoire. Bah, finalement, on n'y arrive pas vraiment encore. Moi, je vais peut-être répondre très, très vite et pour commencer. Alors, ce que tu dis, oui, c'est intéressant, mais si tu veux, ça pose déjà, tu te places déjà dans une réflexion sur qu'est-ce que va représenter l'image dans un procès ou comment on va filmer un procès, ce qui n'est pas du tout la perspective, tu vois, des personnes qui organisent cet enregistrement. Pour eux, il est surtout important de maîtriser ce qui va être fait. Donc, évidemment, il n'y a aucune subjectivité qui est laissée, enfin, pratiquement pas. Et en fait, c'est un enregistrement qui est très normé et toujours de la même façon, hein. Alors, on a progressé, mais c'est-à-dire qu'il y a en fait 3 plans qui sont prévus par acteur. Donc, un plan un peu plus rapproché, un plan un peu plus lointain, puis un plan général. Et ça, tu multiplies par autant d'acteurs qu'il y aura au procès. Donc ça, c'est pensé. Mais ce qui n'est pas du tout pensé, c'est l'agencement de ces plans. Alors, déjà, bon, maintenant, il y a plusieurs plans. Avant, il n'y en avait qu'un seul. Donc, effectivement, c'est quand même un progrès. Effectivement, on arrive à avoir un peu de champ contre champ. On arrive de temps en temps, voilà, à avoir un peu autre chose que ce qui est strict, le contradictoire. Mais malgré tout, tu vois, si tu les pousses pas, par exemple, au moment où le président ouvre l'audience, une des premières choses qu'il fait, une fois que le jury est constitué, etc., c'est il va lire l'ordonnance, enfin, ou il va en faire une synthèse, il va lire l'ordonnance de mise en accusation. Dans cette ordonnance de mise en accusation, on s'attendrait à voir l'accusé. Le plan, il existe, tu vois, les plans des accusés, ils existent, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas, et d'après ce que tu nous dis, ils sont, une fois que le montage définitif est fait, ces images sont détruites, en fait, c'est ce que tu nous as dit. En fait, il n'y a pas de destruction, c'est du montage direct, c'est comme à la télévision, tu vois. Donc, c'est du tourné-monté. C'est vraiment la technique télévision. Et en fait, alors si tu veux, dans des procès qui sont assez resserrés dans le temps, et où l'accusé est présent et très présent, parce qu'il y a des personnalités, hein, aussi, il y a des personnalités plus effacées, il y a des personnalités d'accusés qui occupent tout leur procès, donc il y a ça aussi qui joue, bien sûr. Mais sur des procès qui sont très longs, où il y a beaucoup d'accusés, où il y a des faits à examiner qui sont très, très complexes, où il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, avant même d'interroger les accusés, tu vois, je pense notamment au procès des attentats terroristes, avant qu'on voit les accusés, on a vraiment l'impression d'être dans un procès sans accusés. Et ça, je trouve ça terrible, hein. Alors moi, j'ai déjà eu des grandes discussions là-dessus, hein, avec le parquet national antiterroriste.
ou d'autres personnes, hein, avec la direction de la communication. Mais c'est très compliqué ces questions pour la justice. Il n'y a même pas de petit plan furtif. Parce que je Non, te pose la question surtout pas. pour les procès yougoslaves, on voit une déperdition. Je pense, Sylvie, à ce que vous disiez à l'instant quand vous parlez de l'appauvrissement de cette archive de procès filmés entre les anciennes archives dont on dispose, Nuremberg, Eichmann et puis les procès d'aujourd'hui. On observe un petit peu la même déperdition sur les archives des procès filmés yougoslaves, avec au départ des petites tentatives de réalisation. Et je pense notamment là à une image que j'ai vue récemment où on voit à l'écran le document commenté, la preuve, et dans un encart, le témoin qui prend la parole, ou alors un écran coupé en deux avec d'un côté celui qui pose les questions, donc celui qui mène l'interrogatoire, et puis le témoin interrogé. Donc il y a des petites images comme ça avec des montages qui disparaissent. Hein. Sur les procès les plus récents, on n'a plus ça. Ils ne tentent plus ces images-là. Et c'est vrai, comme le disait Martine, on a en fait, on a une suite de monologues et on perd toute l'interaction du procès, c'est vrai. Alors, comment on travaille, Louise, toi qui travailles sur ces images maintenant, comment on travaille sur des images de procès sans interaction? Alors, juste pour rebondir par rapport à ça, d'ailleurs, dans cette évolution d'ailleurs de la prise en compte de la caméra, en effet, dans le procès Klaus Barbie, on a des incrustations à certains moments. Et donc, on va avoir ce qui ne se fait absolument plus par la suite parce que la caméra est seulement sur celui qui parle et uniquement sur celui qui parle. Peu importe, la salle pourrait brûler autour que la caméra serait sur celui qui parle. Et donc, c'est tout à fait intéressant là-dessus, ce changement de paradigme qui est observable aussi si on fait une autre analyse même de l'image qui est procédée là-dessus. Et au niveau des relations qui sont faites, peut-être avant juste de traiter de ça, moi je voulais juste rebondir sur ce que Madame Humbert avait dit sur aussi cette culture professionnelle qui change au niveau des magistrats et qui est assez intéressante de quel est le regard que finalement portent ces magistrats sur eux-mêmes, sur la justice qu'ils rendent, sur les images qu'ils voient. Et là, ça renvoie aux différents travaux qui sont sur les images preuves. Et vous avez commencé, enfin, vous faites depuis un moment des archives orales sur ces entretiens de magistrats et d'autres personnalités autour du monde de la justice. Et je crois aussi que ce travail est fondamental et complémentaire pour saisir cette essence et cette culture professionnelle. Et là-dessus, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous allez continuer cet axe-là par le biais de l'association pour l'histoire de la justice? Oui, on a déposé un nouveau dossier de recherche auprès de l'IERDJ et qui va justement porter sur les magistrats qui jugent dans les périodes de conflit armé, et ce qui entend évidemment aussi crimes contre l'humanité, terrorisme et donc conflits actuels, et pas seulement des retraités, mais aussi des personnes en activité, avec une comparaison avec ce qui se passe en Belgique, avec des avocats. Et on a aussi cette chance, c'est que depuis qu'il y a eu ce développement de cette justice pénale internationale, eh bien, on voit arriver davantage de femmes qui jugent dans ces procès, et on voudrait aussi connaître un peu leur position et voir pourquoi c'est quelque chose. On a parlé d'Aurélia de Vos. Pourquoi c'est quelque chose qui aussi touche d'aussi près les femmes autant que les hommes. Donc, c'est notre prochain projet de recherche. Eh bien, on suivra ce projet de recherche. Tenez-nous informés de cette actualité, qu'on puisse attirer les historiens du droit qui seraient curieux. Est-ce que
vous avez des questions à poser, évidemment rapides, hein, vu le timing, on dépasse déjà de l'heure, mais est-ce que vous avez des questions à poser ou est-ce qu'on se donne rendez-vous à un prochain séminaire pour en discuter? Je ne vois pas de levée de main. Moi, je voulais juste dire à Martine que cette question des métadonnées, hein, j'avais mis juste au moment où on t'a interrompu d'ailleurs, mais c'est très bien qu'on t'ait interrompu parce que cette question des métadonnées, j'aimerais bien qu'on y consacre un peu plus de temps, puisque comme tu le sais, elle est très importante pour moi. Et pour Louise aussi, hein, dans le cadre du projet Profil, dont nous n'avons pas eu le temps de vous parler. Mais là aussi, ça n'est pas grave, puisque avec Louise, nous sommes d'accord pour continuer ce webinaire l'année prochaine. Donc, on fera une nouvelle session de Histoire du droit 2.0 à partir de janvier 2025. En attendant, eh bien, Martine et Sylvie, les procès filmés nous liant, je pense que nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer et d'approfondir ces questions. Avec grand plaisir. Oui, on vous remercie beaucoup d'avoir déjà accepté cette première invitation. Et bien voilà, rendez-vous sur notre chaîne YouTube webinaire Histoire du droit 2.0 pour la version préparée par tes soins, Louise. Hein. Merci à tous de votre présence. Merci de votre attention et de l'invitation encore. À bientôt, Martine. Merci. À bientôt. À bientôt, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Merci.